on les amène pratiquement à être les sentinelles de leurs intérêts. Vous voyez? Alors, et les Américains, en parrain, se disent, écoutez, je vous donne ma caution morale, je vous donne ma caution diplomatique avec mes investissements, et cela engage tout le monde. Fait de ça maintenant la chose de tout le monde. Cela m'amène à dire que avoir les intérêts qui sont derrière là, n'est-ce pas, et le cadre à créer pour que ces intérêts demeurent utiles à tout le monde, je me dis qu'il y a de quoi espérer, surtout que personne jusque-là n'avait abordé la chose de manière aussi précise. Personne n'était jamais allé au fond du problème comme l'ont fait les États-Unis, n'est-ce pas? Et cela rassure. Bien, comme je vous le disais à l'instant, nous accueillons pour la deuxième partie de Africactu numéro 28, monsieur le sénateur Aristide Bulakali, précisément sénateur de la région du Sud-Kivu, qui est une des régions sensibles, évidemment, du conflit dont on dit depuis vendredi qu'il y a eu un accord de paix à Washington sous l'égide de M. Trump. Et l'énoncé principal dit le respect de l'intégrité territoriale et sur l'interdiction de tout acte hostile. Donc, bon, des deux parties, évidemment. Est-ce que ça vous semble une définition pertinente de ce que doit être l'accord de paix? Merci. Je commencerai d'abord par saluer l'accord. Je sais, ça procède de quoi, le contexte dans lequel il est arrivé. Et ici, je félicite le président de la République Tshisekedi, qui avait levé l'option du schéma diplomatique. Vous savez très bien que le schéma militaire n'a pas donné de bonnes conclusions. Le schéma politique, il se travaille encore. Et au moins, sur la voie diplomatique, il a su convaincre l'opinion nationale et internationale et contraindre l'agresseur, l'amener à la table de discussion. Lui-même, dès les débuts, il était d'accord avec l'idée de rencontre, de discussion, et voilà, ça donnait les accords. Et je me dis que la première chose, la priorité pour la République démocratique du Congo, c'est effectivement mettre fin à la guerre, respecter la souveraineté, n'est-ce pas, de la République nationale, de la République démocratique du Congo et l'intégrité de son territoire. Et quand on lit l'accord d'un bout à l'autre, on réalise effectivement que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sont en bonne ligne et sur la bonne page. Donc je peux dire que c'est vraiment une bonne définition. C'est vraiment une bonne définition. Bon, en même temps, il y a un côté surréaliste, puisque on signe un accord de paix avec un pays, le Rwanda, qui a toujours prétendu ne pas être en guerre. Donc, bon, on n'a pas envie de sourire pour autant. Hein. Mais surtout, les milices, M23 et autres, ne sont pas impliqués dans l'accord, à ce stade en tout cas. Non, vous voyez, cet accord, il ne faut pas le voir comme une fin en soi. Cet accord a un début. Et c'est d'ailleurs ici qu'il faut dire que cet accord est lui-même le prolongement de tous les processus qui a commencé avec Luanda et avec Nairobi. Et c'est vrai, on a constaté qu'il y avait un narratif du Rwanda, il y avait un argumentaire du Rwanda qui, à un certain moment, a fait croire à l'opinion qu'il n'était pas en République démocratique du Congo. Mais il y a les rapports des Nations Unies, n'est-ce pas, et de beaucoup d'experts qui ont établi que le Rwanda était bel et bien en République démocratique du Congo et que le M23 a cessé tout ça, ce n'était que des supplétifs. Vous voyez. Et puis, quand vous lisez le rapport, vous le lisez très bien, vous verrez que le Rwanda reconnaît implicitement sa présence en République démocratique du Congo. Quand il dit qu'il va se désengager,
Donc sortir de là où il est. Alors moi je me dis que le Rwanda a reconnu, n'est-ce pas, qu'il est en République démocratique du Congo et qu'il est temps d'en sortir. En tout cas, le terme désengagement, n'est-ce pas, concerne le Rwanda et le Rwanda a signé l'accord comprenant bien qu'il s'agit de lui, qui est sur le sol congolais et qui doit en sortir. Voilà. Alors, vous avez parlé de groupes armés. Oui. Oui, effectivement, mais c'est ce que je dis. Et puis, ne voyez pas cet accord de manière isolée. Ouais. Essayez de le lier à tous ces processus, à toutes ces démarches. D'ailleurs, c'est prévu, il y a un processus. Exactement. Et alors, il y a toutes les ramifications, toutes ces volontés, toutes ces démarches de paix que vous avez connues en Afrique et qui, aujourd'hui, s'entendent à Doha. Alors, liez tout ça et vous comprendrez que c'est toute une mécanique, n'est-ce pas, qui s'associe à beaucoup de courroies. Ouais. Effectivement. Monsieur le sénateur, quelle est la situation aujourd'hui dans votre province du Sud Kivu? Bon, quand on parlait du Sud Kivu, j'y ajoute aussi le Nord Kivu. Oui, parce que les deux provinces sont intimement liées. Ouais, c'est pratiquement le même peuple, la même culture, et ils vivent pratiquement comme dans une sorte de vase communicant. Voyez, quand ça tousse au sud, de l'autre côté, il y a le rhume, et ça communique, il y a une interdépendance, et la situation actuelle au nord, tout comme au Sud Kivu, c'est une situation d'occupation, vous le savez, et l'ennemi est connu, c'est le Rwanda. Mais la réalité est que l'agresseur, l'occupant, connaît une résistance à laquelle il ne s'attendait pas. Et cette résistance, elle est d'abord populaire. C'est la population qui exprime son rejet. C'est chaque matin, c'est chaque soir que ce refus, ce rejet est vécu. Mais cela a une autre face, c'est effectivement la violation des droits de l'homme. C'est chaque jour que les hommes qui occupent la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Rwanda à travers ses supplétifs, tuent, enlèvent, enrôlent par force. On pille, il faut voir ce qui est pillé chaque jour en République démocratique du Congo. Ici, je ne parle pas de minerais, je ne parle pas du bois, mais je parle aussi des engins, des sociétés, ouais, de maisons de commerce qui sont pillées et la direction est connue. Voyez, donc c'est cette situation de désastre, cette situation-là de rejet et d'impossibilité de gouverner. Parce qu'ils ont mis des responsables publics en place, mais ceux-là ne savent pas travailler. Leur marge est réduite. C'est lié à ce rejet, mais aussi à l'incompétence, il faut le dire. Parce qu'ils sont venus avec des rêves, croyant que le peuple les attendait, mais ce n'est pas ce qu'ils ont eu. Ils ont eu le rejet. Et la manière dont ils se comportent fait qu'on leur tourne le dos et on résiste. Allez voir, c'est chaque jour qu'ils se battent. Hein. C'est chaque jour que les Congolais s'organisent pour les déloger. Voyez, et c'est tout le monde. Ce n'est plus l'affaire des militaires. C'est l'affaire de tous les citoyens. C'est eux qui résistent. Ils résistent par des actions militaires, il faut le dire, parce que tous les espaces qu'ils contrôlent, ils se sentent gênés là-bas chaque jour et ils n'arrivent pas à organiser l'administration. Vous voyez, et même les commerces ne tournent pas, les banques sont fermées, toutes les structures de monnaie n'existent pas. Et le peuple dans la débrouille. Vous voyez. Donc cette absence de l'autorité de l'État se retourne chez eux pratiquement, on dirait, avec un effet boomerang. Voilà. Vous savez certainement, je n'en doute pas, monsieur le sénateur, qu'en France, au mois de mai, a été créé un comité des justes du Congo, ouais. ou pour le Congo, ouais. Donc pour dénoncer toutes les exactions de guerre qui ont été commises. Est-ce que le mouvement existe aussi au Congo? Oui, mais moi, je suis plutôt tenté de penser que le mouvement a commencé par le Congo. Vous voyez, oui, c'est ici, quand nous avons été invités au Parlement français, que j'ai effectivement réalisé qu'on avait des partenaires français, n'est-ce pas, et que la chose était née ici. Alors moi, je suis sénateur, c'est là au Sénat que j'ai trouvé ce mouvement-là, c'est composé de beaucoup d'amis
sénateurs et beaucoup d'acteurs politiques congolais. Et moi, en venant, je suis en mission officielle du Sénat et c'est à l'invitation, n'est-ce pas, de cette structure. Donc, pour vous dire que c'est soutenu par les institutions de la République démocratique du Congo et l'ancrage est très profond dans l'univers politique congolais. C'est pourquoi je suis en mission officielle. Et je salue d'ailleurs l'action qui est menée, l'engouement que j'ai constaté ici. En tout cas, je me dis que non, il dénonce le mal, il condamne le mal et le drapeau de la lutte est porté très haut. Monsieur le sénateur, l'administration trumpiste a déclaré que l'initiative d'élaborer cet accord de Washington a été prise à la suite de la demande des deux pays, c'est-à-dire votre pays et le Rwanda. Vous y croyez ou quelle est votre opinion? J'y crois. Oui. Bon, peut-être qu'on pourrait voir la chose de manière différente, mais quand déjà je sais que le président de la République, c'est-à-dire le président Tshisekedi, et Félix Tshisekedi, quand il a levé l'option diplomatique, il a tendu la main à toutes les personnes, n'est-ce pas, et aux nations des bonnes volontés. Et alors, je me dis que la demande qu'il a formulée a concerné tout le monde. Et compte tenu du fait que les États-Unis sont en bonne relation avec le Rwanda, ils le sont aussi avec la République démocratique du Congo. Les États-Unis cherchent à avoir des intérêts ou du moins veulent renforcer leur capacité d'intervention en termes commerciaux et économiques en République démocratique du Congo. C'est un partenaire attendu. Ouais. Alors, que l'initiative soit venue de la République démocratique du Congo, du Rwanda, mais au moins le contexte se prêtait à cela. Ouais. Et c'est que fait les États-Unis aujourd'hui est salué parce que ce n'est pas un intrus. Ouais, ce n'est pas un centre. Bon, en même temps, on a tous observé que l'administration Trump n'aime pas beaucoup l'Afrique, avec toutes les misères qui sont faites en termes d'aide au développement ou USAID. Et là, vraiment, on se dit que la motivation est très économique, puisque le cobalt, le coltan, dont vous êtes très riche, c'est forcément quelque chose qui est dans les visées américaines, non? Bon, de toute façon, on ne doit pas s'attendre à ce qu'un pays ami se comporte comme une tante, comme un oncle. De toute façon, ils ont des intérêts. Vous voyez. Et oui. Retenez que le contexte a évolué au fait. Hein. Ouais. Il y a eu les États-Unis des années 60, les États-Unis des années 70, de la guerre froide, avaient une perception de l'Afrique. Hein. Vous voyez. Il y a eu les États-Unis de la démocratisation de l'Afrique, n'est-ce pas, depuis la conférence de la Bolle, n'est-ce pas, c'est d'autres données qui sont présentées sur terrain. Et il y a maintenant ces États-Unis qui se trouvent face à des enjeux internationaux qui font émerger une autre puissance, c'est-à-dire la Chine, qui fait son ancrage sur le sol africain, et cela a attiré l'attention des États-Unis. Les États-Unis ont compris que non, mais il faut que j'ai un autre regard, que j'ai une autre perception, n'est-ce pas, de l'Afrique, je me comporte autrement. Et puis pour nous, les Congolais, les États-Unis, ce n'est pas nouveau chez nous. N'oubliez pas que la bombe qui a détruit Nagasaki et Nagasaki, oui, au Japon, et le matière, l'uranium, n'est-ce pas, a été extrait en République démocratique du Congo. Alors, n'oubliez pas qu'il y a l'exploitation du zinc à Walikale, et tout ça, ce sont les Américains. Alors, il y avait, c'est vrai, cette sorte de timidité, cette sorte-là, je ne dirais pas de distance, mais d'attentisme des États-Unis. Mais aujourd'hui, les enjeux sont autres, le contexte a changé, et je pense que pour ses intérêts, c'est vrai, il arrive, n'est-ce pas? Et nous, on ne peut pas rejeter quelqu'un qui, venant pour ses intérêts, nous montre le nôtre, n'est-ce pas? Et vient pour pacifier la province, pour à la fois sécuriser ses investissements, n'est-ce pas? Sécuriser la région et nous apporter
porter ce que nous attendons le plus et le mieux, qui n'est rien d'autre que la paix et l'intégration sous-régionale. Alors, certains journalistes, Ouais. observateurs, on va dire, disent que la manière dont ça s'est passé est un camouflet à l'adresse de l'Union africaine qui avait chargé le président togolais Gassimbe de ses bons offices pour trouver un accord, après l'échec de l'Angola d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que c'est un argument recevable? Non, je trouve que cet argument n'est pas recevable. Je ne vois pas l'Afrique exclue dans ce qui se fait. Je ne vois pas l'Afrique exclue. Comprenez qu'il y a ce qui avait été fait avec l'Angola, cela est intégré dans l'accord. Quand on vous parle du mécanisme de neutralisation des forces négatives, dans le FDLR, comme ils le disent, ça, nous les tenons de qui? Nous les tenons de ce qui a été fait à Luanda, ce qui a dit à Luanda. Et puis, ne voyez pas que Luanda, l'Afrique, voyez aussi la résolution 2713 des Nations Unies, se retrouve inclus là-bas. Et alors, donc, pardon de camoufler, mais pratiquement, il y a eu, c'est vrai, l'émergence des États-Unis, mais qui n'exclut pas l'Afrique, mais qui associe l'Afrique. Parce que quand vous voyez le comité de surveillance, Oui. l'Afrique est en première ligne. Oui. Et d'ailleurs, en termes de hiérarchisation, on parle d'abord de l'Union africaine, viennent les États-Unis et le Qatar. Donc l'Afrique est partie prenante et tout ce que nous faisons aujourd'hui avec l'accord n'est qu'un prolongement logique, une conséquence logique de tout ce qui a commencé à Luanda, ce qui a été fait à Nairobi. D'ailleurs, quand vous faites un rapprochement, vous verrez que Luanda est directement lié à Washington et Nairobi est directement lié à Doha. Donc, pour vous dire que les idées émises, les initiatives des Africains sont prises en compte, font partie de l'accord, en amont et tout comme en aval. Monsieur le sénateur, là vous avez évoqué le mécanisme conjoint de coordination, le comité de surveillance qui doit démarrer avant le 27 juillet, donc bientôt, quoi, pour comment dire, cristalliser dans le détail toutes les problématiques qui sont encore à régler, quoi. Et moi, ma dernière question, est-ce que vous croyez que l'accord puisse s'installer dans la durée? Parce que, une question peut-être d'occidental, mais les rivalités tribales, elles sont toujours là, les enjeux économiques aussi. Donc, bon, je pourrais dire que cet accord, sa particularité, lui donne toutes les chances de s'inscrire dans la durée. Vous voyez, jusque-là, la chose était abordée de manière, je dirais, superficielle et avec un esprit réductionniste de la chose. Oh ouais. La chose était simplifiée et ramenée à des paix aux allures tactiques, mais pas stratégiques. Mais quand vous voyez qu'on a abordé les vraies causes du conflit, parce que jamais la chose n'avait été abordée ce plan-là, on a amené le Rwanda à accepter qu'il agresse le Congo et qu'il vise ses richesses minières. Les États-Unis interviennent avec l'idée, c'est vrai, de pacifier la sous-région, mais aussi ils ont des calculs économiques. La chose n'avait jamais été abordée de cette façon-là. Maintenant, on dit, écoutez, vous avez des problèmes. Mais voilà les dénominateurs communs que vous avez. Mettons le plus petit dénominateur commun que vous avez. C'est-à-dire les richesses que vous avez là-bas. Toi, tu peux gagner. Toi, tu peux gagner. Alors, vous avez quelque chose pour lequel vous pouvez vous battre, que vous pouvez protéger. Alors, moi, les États-Unis, j'amène mes investissements. Vous qui êtes amis, mes amis, soyons dans un cas de partenariat économique, créons une intégration, d'abord à valeur bilatérale, mais aussi à valeur multilatérale qui permettra une intégration régionale et même internationale. Donc, vous avez intérêt à protéger ce que vous gagnez,
Et on les amène pratiquement à être les sentinelles de leurs intérêts. Vous voyez? Alors, et les Américains, en parrain, se disent, écoutez, je vous donne ma caution morale, je vous donne ma caution diplomatique avec mes investissements, et cela engage tout le monde. Fait de ça maintenant la chose de tout le monde. Cela m'amène à dire que avoir les intérêts qui sont derrière là, n'est-ce pas, et le cadre à créer pour que ces intérêts demeurent utiles à tout le monde, je me dis qu'il y a de quoi espérer, surtout que personne jusque-là n'avait abordé la chose de manière aussi précise. Personne n'était jamais allé au fond du problème comme l'ont fait les États-Unis, n'est-ce pas? Et cela rassure. C'est dans la durée. Et personne n'a intérêt à rendre la chose beaucoup plus superficielle. Et même, imaginez, le Rwanda avait aussi besoin de ça. Le Rwanda a besoin de cette paix-là. Hein? Les Rwandais ne supportaient plus, n'est-ce pas, d'être mal vus dans la région et dans le monde. Oui, il y avait eu cette politique-là des contritions, cette politique-là des compassion vis-à-vis du Rwanda, mais le masque a fini par tomber et le Rwanda s'est dit non, c'est pas ça l'image que je vendais. Et plus je reste dans ce schéma guerrier de va-t-en-guerre et d'agresseur, non, c'est moi qui perds. Alors, autant, n'est-ce pas, comprendre ce que disent les autres et m'inscrire dans la logique de paix, d'intégration régionale. Et c'est là que nous sommes. Donc, tout le monde a y gagné, tout le monde a à protéger, et c'est ça le petit dénominateur commun sur lequel ils se sont accordés. Oui, mais alors, est-ce que vous pensez que l'accord de Washington profite pareillement au Congo, enfin à la République démocratique du Congo et au Rwanda, où il y en a un qui est plus gagnant que l'autre? Bon, à chacun d'apprécier, mais au moins pour nous les Congolais, ce dont on avait le plus besoin, c'était la paix. Ce dont on avait le plus besoin, c'était désarmer tout ce qui envie nos richesses, les amener à comprendre qu'ils peuvent passer par des voies légales. C'est dont ils ont besoin, ils peuvent venir chez nous, nous le demander, répondre à nos exigences, n'est-ce pas? Et nous, on se dit que nous avons gagné parce qu'au moins, les gens ne vont plus s'entretuer, il n'y aura plus de déplacements, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons un cadre qui nous permettra de restaurer l'autorité de l'État dans des espaces occupés, et le président de la République aura tout avec lui pour mener à bien la politique, ou les politiques publiques pour lesquelles il a été élu. Parce que le grand frein, le grand blocage, c'était ce problème-là d'insécurité. Imaginez ce que ça nous coûte chaque mois pour financer la guerre, pour défendre le territoire. Je suis vice-président de la commission défense, sécurité et frontières pour savoir ce que nous dépensons, rien que pour la sécurité du territoire. Essayez de voir le drame que cela a créé dans les familles, dislocation des familles, n'est-ce pas? Et c'est pratiquement 2 provinces qui sont exclues du développement et de la dynamique sociale de la République. Cela est insupportable. Donc je me dis que nous avons profité. Et je pense que les Rwandais qui ont à parfaire leur image, n'est-ce pas, et qui, dans la chaîne des valeurs, de l'exploitation, du transport et de la commercialisation des minéraux ou des ressources du Congo, ils auront leur part légalement. Je me dis qu'ils y gagnent. Et ce sont des morts qu'eux aussi n'encaissent plus. Et ce sont des risques de revanche, n'est-ce pas, qui les font reculer, qui les font disparaître. Hein, n'est-ce pas? Et les États-Unis auront au moins sur le plan moral, sur le plan de l'image, avoir contribué à l'image, n'est-ce pas, à la sécurité dans la région, ils y gagnent quelque chose. Et si financièrement, ils investissent et ils créent un climat, n'est-ce pas, de paix, de sécurité pour leur business, ils auront gagné. Et c'est pourquoi, si tout dépendait de moi, je demanderais que Trump ait un prix Nobel de la paix, avec Étienne Tshisekedi, mais pourquoi pas Kagame aussi, parce qu'on a connu en Afrique du Sud Mandela et De Klerk, qui étaient pratiquement l'un l'antithèse de l'autre, ont obtenu le prix Nobel de la paix. On peut aller en Israël avec, c'est pas Shimon Peres et Arafat, je ne sais pas si c'était aussi avec Carter, n'est-ce pas?
Oui. Ouais. C'était la même époque. Oui, la même époque, ils avaient le prix Nobel de la paix, bien qu'ils se soient combattus pendant de longues années. La paix a un prix. Je pense que nous, on a compris qu'il y a à payer pour avoir cette paix durable. Ben voilà, c'est ça l'espoir. Mais j'ai une dernière petite question, parce qu'il nous reste 1 minute. Monsieur le sénateur, est-ce que vos régions au sud et nord Kivu vont, peut-être c'est trop tôt, mais au niveau des autorités congolaises, mais bénéficier d'une sorte de programme de rattrapage concernant les infrastructures, etc., etc., un peu comme les Marocains le font avec les provinces du Sahel, du Sud, comme ils disent. Donc on met le paquet pour remonter le niveau de territoire qui a été soumis à la guerre, quoi. Exactement. Vous voyez, bon, d'abord, quand vous parlez de victimes de cette guerre d'agression, c'est toute la République démocratique du Congo. Ce sont tous les Congolais qui ont été affectés. C'est vrai, il y en a qui le sont de manière économique, de manière morale, avoir le prestige, n'est-ce pas, du pays, mais il y a d'autres qui sont affectés émotionnellement. Ouais, vous comprenez? Et alors, tous les Congolais ont souffert, toute la République a souffert, peut-être le Sud et le Nord Kivu beaucoup plus. Alors je pense qu'il faut envisager une sorte de plan Marshall pour toute la République démocratique du Congo et voir comment avoir certaines rubriques spécifiques au Nord et au Sud Kivu. Et là, il ne faut pas aussi oublier l'Ituri, n'est-ce pas? Et pratiquement toute la région qui était affectée directement et peut-être indirectement par ce qui s'est passé à la République démocratique du Congo. Donc je suis d'avis qu'il faut le faire, mais dans un contexte de réparation générale. Ouais, parce que ce qui affecte le Sud Kivu affecte aussi le Tanganyika. Parce qu'il faut voir, le Tanganyika vers Kalemi, et ils sont concernés directement. Alors, ce qui affecte le Nord Kivu affecte aussi l'Ituri, n'est-ce pas? Et affecte le Maniema. Et c'est donc tout l'Est qui est affecté, et c'est toute la République qui est concernée. Donc un plan Marshall pour la République démocratique du Congo, mais avec certaines spécificités en termes d'avantages, n'est-ce pas, particulières pour les deux provinces martyrs. Ben, on souhaite vive la paix, la longue paix, qu'elle dure longtemps. Je pense que Dieu nous entend. Et déjà, les signes sont bons. Les signes sont là, les signes d'encouragement sont là. En tout cas, nous venons de très loin et les pas franchis, parce que retenez que ces accords ne sont pas une fin en soi. Oui. Ce n'est qu'un début qui pratiquement crée des passerelles qui nous permettront d'aborder des vraies questions avec suffisamment de sérénité et de manière décomplexée. Ah ouais, c'est là vu de côté congolais, vu de côté rwandais et vu du côté partenaire, et même la région. Parce qu'il y a des pays qui étaient aussi concernés. Le Burundi en souffre, la Tanzanie en souffre, l'Ouganda n'est pas exclu, le Kenya. Donc c'est toute la sous-région qui est concernée aujourd'hui et elle pourra voir les choses autrement. Et je pense que ce sera une occasion pour revenir aux anciennes amours, n'est-ce pas, que nous donnaient des structures locales. On a connu la CPGL, on a connu les IRGL, et toutes ces structures-là, je pense que c'est l'occasion, n'est-ce pas, de revenir à ces anciennes amours qui pourront souder, n'est-ce pas, et renforcer les accords en question. Ben on vous le souhaite. Franchement, c'est notre souhait, c'est notre combat, et je pense que les justes du Congo, n'est-ce pas, porteront encore la voix très haut de manière à ce qu'on soit entendu et que tout le monde s'approprie les accords de Washington. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. C'est moi qui vous remercie. Et faites-nous signe quand vous repasserez à Paris dans quelques mois. Ouais. On pourra reprendre la conversation. Merci. Voilà. Bon, on reste ensemble, comme on dit chez nous. Oui. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude. Ouais. Merci. Merci bien, merci beaucoup. Merci.